Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve dans ce format de focus sur les entreprises. Nous vous l'avons déjà dit, Géopolis Télévision, c'est une entreprise qui veut aller dans les profondeurs de l'économie africaine. L'économie, c'est en fait basé sur les entreprises. Celles-ci doivent être animées par des leaderships conscients. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une entreprise d'une manière particulière. Mais en fait, c'est l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. L'ARSP, c'est une structure que l'État congolais s'est doté pour pouvoir aider les Congolais à accéder à des activités de sous-traitance parce qu'elles doivent être essentiellement animées par les Congolais. Le président de la République, il y a quelques mois, je crois au début de son mandat, disait qu'il allait faire des millionnaires congolais. Ce n'est pas par un bâton magique, c'est par le travail, par l'accès au marché, par l'accès au capital. Il y a quelques heures seulement, dans un communiqué du gouvernement, vous l'avez tous suivi, le gouvernement de la République vient de taper sur la table pour se dire pourquoi la loi qui a été promulguée n'est pas respectée dans ses moindres détails sur la question de la sous-traitance. Il y aurait des entreprises donneurs d'ordre, ceux qui sont venus avec des gros capitaux, qui ne veulent pas donner du travail aux entreprises congolaises qui sont d'ailleurs alignées et qui auraient respecté les procédures. Ça, c'est le gouvernement qui l'a dit et le président a demandé à l'ARSP de s'organiser pour contrôler et, pourquoi pas, permettre ces entreprises qui résistent à la loi. Nous ne voulons pas aller dans le sens, en nous précipitant dans le sens de ce qui est dit, mais nous voulons rentrer un peu en arrière pour savoir qu'en est-il exactement de l'ARSP. C'est quel type de société, de quel type d'organisation. Pour en parler, j'ai donc eu le plaisir aujourd'hui de recevoir ce focus-là, deux grands directeurs de l'ARSP. Je vous l'ai dit, c'est l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Je reçois donc aujourd'hui avec plaisir le directeur Didier Kachala. Bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus à Géopolis Télévision. Merci beaucoup. Vous êtes directeur des opérations, donc ce qui va se passer sur le terrain relève de votre compétence et vous êtes juriste à l'origine et vous êtes parmi les pionniers de l'ARSP. Il n'y a aucune page ARSP où vous n'avez signé. Soyez donc à l'aise avec moi. En face de vous, et pas le moindre, c'est M. Eleuthère Molichot. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Géopolis. Merci. Vous êtes directeur juridique. Donc tous les conflits et contentieux que l'ARSP va certainement susciter passeront aussi devant votre bureau. Vous connaissez donc le cadre légal dans lequel fonctionne l'autorité de régulation. Tout à fait. Vous aussi êtes un des pionniers. Voilà. Tout à fait. Et donc avec les deux invités, nous allons essayer de comprendre un tout petit peu c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi le gouvernement en arrive à hausser le ton. Et surtout, le chef de l'État, pourquoi il en arrive à hausser le ton et à demander à l'ARSP de faire le contrôle presque des policiers. Monsieur Kachala, commençons par le commencement. Très rapidement, dans quel contexte est créée l'ARSP? Dans quel contexte? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Pour ne pas aller très loin dans l'histoire, je partirai de la loi elle-même. La loi est votée par notre Parlement et promulguée par le chef de l'État le 8 février 2017. C'est la loi numéro 17/001 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé. Et à la promulgation de la loi, le contexte général était que les entreprises principales qui venaient, qui investissaient dans notre pays, qui sont d'ailleurs les bienvenus dans notre pays, venaient avec des capitaux, mais en même temps que ces entreprises principales exécutaient leur activité principale, faisaient faire des activités secondaires qu'on appelle des activités connexes et annexes à l'activité principale par des sociétés qui leur étaient affiliées. C'était soit des sociétés du même groupe, soit des sociétés qui avaient les mêmes origines et les origines des capitaux investis. Ce qui faisait que l'investissement direct étranger qui rentrait dans notre pays n'avait pas beaucoup d'impact dans notre économie. Le législateur, au regard de ce constat, a estimé qu'il fallait inverser ces tendances, permettre que, bien entendu, les investissements étrangers pouvaient venir, mais qu'il fallait au moins
que dans l'exécution des activités connexes et annexes, que ces activités soient réservées aux sociétés à capitaux congolais. Il est important, M. Kalingai, de souligner que quand nous disons, et chaque fois que nous dirons sociétés à capitaux congolais, c'est des sociétés où les Congolais détiennent au moins 51% du capital social. Ça, c'est très important. Nous reviendrons sur les autres questions découlant de cette exigence légale. Donc, ces sociétés-là devaient accéder au marché. Nos sociétés ont un problème, nos entreprises ou nos PME ont un problème d'accès au marché. Le législateur a voulu, à partir de cette loi, que cet accès leur soit facilité. Ce n'est pas un chèque en blanc. Nous le verrons aussi dans les autres aspects de formation et de renforcement des capacités. Donc, la loi offre une opportunité à ces Congolais de pouvoir accéder au marché. Mais cette loi, une fois votée et promulguée, devait être mise en application. Elle est votée, elle est promulguée le 8 février 2017. Jusqu'en 2018, il n'y a pas de mesure d'application. Le 24 mai 2018, le Conseil des ministres et le Premier ministre de l'époque signent 2 décrets. L'un créant l'autorité de régulation et l'autre portant sur les mesures d'application. Parce que cette loi, vous le verrez plus tard dans nos échanges, a suscité beaucoup de commentaires en sens divers. Et que ça demandait des clarifications sur certains points. J'ai parlé de société à capitaux congolais. C'est dans le décret de 2018 que cette définition est donnée pour indiquer que la loi, en disant société à capitaux congolais, voulait dire qu'une société soit détenue à 51% par des Congolais. Voilà, c'est en 2018 que ces 2 décrets sont signés. Les animateurs de l'ARSP sont désignés par ordonnance présidentielle en décembre 2018. Et l'année qui suit, 2018 déjà c'est l'année électorale, l'année qui suit, il y a transfert de pouvoir. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, prend le pouvoir. Le temps de tout mettre en œuvre, l'ARSP va commencer ses activités pratiquement courant 2019. Et comme vous l'avez dit dans votre présentation, nous sommes parmi la petite équipe qui a été constituée pour pouvoir accompagner les mandataires qui avaient été désignés par ordonnance présidentielle. Donc nous avons commencé par sensibiliser d'abord les parties prenantes. Une nouvelle réglementation appelle presque naturellement de la résistance de la part de ceux qui étaient habitués à exercer. Nous allons évoquer les résistances, mais oui. M. Morisseau, est-ce que l'on peut dire que la loi qui a été votée, c'est une loi de discrimination positive? Est-ce qu'on peut dire que c'est une loi des préférences nationales? Absolument, cette loi, c'est une loi de discrimination positive. En ce qu'elle réserve plutôt les activités de sous-traitance aux entreprises à capitaux congolais. Il faut souligner, promus par les Congolais et dont l'essentiel du personnel est constitué par les Congolais. C'est ça la discrimination, en fait. Elle est positive. Évidemment, mon collègue l'a souligné, quand on dit entreprise à capitaux congolais, il faut retenir qu'il s'agit des entreprises au sein desquelles les Congolais détiennent au moins 51% du capital social. Ça revient à dire quoi? Ça revient à dire que les Congolais peuvent bien s'associer avec des étrangers. Et ici, il faut enlever l'idée des personnes qui sont acteurs dans les secteurs de sous-traitance, l'idée de la zaïrianisation des tristes mémoires. Nous ne sommes pas en train d'appliquer une loi qui arrache aux étrangers leurs affaires. Nous sommes en train d'appliquer une loi qui ouvre des portes aux Congolais pour qu'ils bénéficient, qu'ils accèdent au marché des sous-traitances. Donc c'est ça la discrimination. Elle est positive en cela. Alors, évidemment, la chose est si simple quand on la comprend, quand on la voit. Mais comment est-ce qu'elle devient aussi compliquée dans l'application? Qu'est-ce qui, quand vous entrez maintenant sur le terrain, quels sont les... D'ailleurs, avant cela, est-ce qu'elle est rétroactive? Parce que les entreprises qui avaient déjà pris une habitude, ils travaillent déjà avec d'autres entreprises qui sont, comme vous l'avez dit, d'origine de capitaux.
est-ce que la loi, elle a une compétence de rétroactivité? Oui, la loi, il faudrait souligner qu'elle ne rétroagit pas. Par contre, la loi donne un moratoire. La loi, mon collègue, le directeur Kachala, a parlé qu'elle a été promulguée le 8 février 2017, mais il y a une des dispositions qui accorde un moratoire de 12 mois aux entreprises pour qu'elles se mettent en phase avec les dispositions de la loi. Donc, elle ne rétroagit pas. Elle dispose pour l'avenir. En disant, voilà, vous avez 12 mois pour vous conformer aux dispositions légales. Et ces 12 mois ont été respectés? Ces 12 mois ont expiré, malheureusement, sans que l'organe de surveillance ou l'organe de contrôle n'ait été mis en place. Je l'ai dit ici, c'est le 24 mai 2018 que le décret créant l'ARSP est pris par le Premier ministre. C'est déjà au-delà du moratoire. Donc, l'institution a été mise en place après, et l'institution, par le fait que, au vu de toutes ces réalités, a presque accordé des délais de grâce. Parce que le moratoire est légal, des délais de grâce pour sensibiliser, vulgariser. Parce qu'une loi, pour qu'une application soit plus efficiente, il faut que ceux qui doivent l'appliquer la comprennent. Et donc, 2019 nous a trouvés dans cette explication, la vulgarisation, la sensibilisation pour que les parties prenantes appliquent. Alors, vous avez donc travaillé, vous êtes allé vers les entreprises, les gros capitaux, vers les petites entreprises qui voulaient se greffer au marché. Quels sont aujourd'hui, en 2022, les résultats sensibles auxquels l'ARSP est arrivé? Quels sont les résultats? Voilà, nous avons commencé un travail, nous sommes heureux d'annoncer, nous avons fait ça, 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 ça. C'est une très bonne question. Oui. Et c'est un peu nous demander de faire l'état des lieux. Absolument. De qu'est-ce que nous avons fait depuis l'installation de l'ARSP. Monsieur Willy, on a abattu, et ça, il faut féliciter les autorités de l'ARSP pour le travail qui a été abattu en seulement presque 2 ans. Parce qu'on ne compte pas l'année 2020 avec la pandémie de Covid qui a bouleversé toutes les planifications. En 2 ans, qu'est-ce qui a été fait? J'ai mis à part la sensibilisation dont j'ai parlé tout à l'heure et la vulgarisation. L'ARSP a mis en place une plateforme informatique qui permet que tous les sous-traitants congolais ou toutes les entreprises congolaises qui veulent exécuter des marchés de sous-traitance de s'enregistrer en ligne. C'est-à-dire que vous pouvez être à Aarhus ou à Kasumbalesa. Vous entrez sur le site de l'ARSP, www.arsp.cd. Vous avez un formulaire qui est posté en ligne. Vous remplissez le formulaire parce que les entreprises qui viennent et les conditions qui sont fixées dans la loi, c'est les mêmes conditions. C'est-à-dire une entreprise enregistrée au guichet de création d'entreprise, à son RCCM, à son identification nationale. Donc, elles doivent être légales. Légales. Oui. Donc, elles s'enregistrent. Formalisées. Et donc, cette entreprise nous met tous ces documents en ligne et nous vérifions les conditions fixées pour être éligible à la loi sur la sous-traitance, notamment la condition de capital, de gestion et du personnel. Dès que ces conditions sont réunies, vous recevez, sans que vous ne puissiez vous déplacer, vous recevez une attestation d'enregistrement qui vous rend éligible à la sous-traitance. Ça, c'est une avancée à noter. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'au-delà des enregistrements, aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons reçu plus de 3450 demandes d'enregistrement et nous avons enregistré environ 2500 sous-traitants qui sont déjà publiés sur notre site. C'est-à-dire que les entreprises principales qui veulent sous-traiter ont déjà un répertoire disponible des sous-traitants vérifiés chez nous et donc qui remplissent les conditions pour exécuter les marchés de sous-traitance. Au-delà de l'enregistrement et donc de cette plateforme qui permet des contacts directs entre les entreprises principales et les sous-traitants, nous avons développé en interne des applications pour permettre que les entreprises principales puissent poster leurs appels d'offres sur notre site internet. Parce que, vous l'avez dit en introduction, le but de la loi, c'est l'accès au marché.
Pour accéder au marché, il faut avoir, ne fût-ce que l'information même qu'il y a un marché. Qu'il y a un marché. Le problème, c'était celui-là avant, c'est-à-dire que les gens se retrouvaient dans un bureau, ils regardent sur une liste restreinte, ils choisissent, je vais passer telle commande à telle entreprise, et ils passent la commande. Aujourd'hui, nous voudrons que cette information soit publique. Et que l'appel d'offres soit la procédure soit transparente et que seuls, parce qu'il s'agit de la sous-traitance, seuls les Congolais, c'est-à-dire les sociétés éligibles, puissent consulter et soumissionner. Voilà un élément peut-être à ajouter avant que nous prenions la parole. Nous avons fait des contrôles depuis qu'on est en place, en dehors de la vulgarisation, la sensibilisation et de cet outil de contact ou d'interaction entre les entreprises principales et les sous-traitants. Nous sommes descendus sur terrain pour vérifier, notamment dans le secteur minier, comme secteur pilote, notamment pour plusieurs raisons. Nous sommes allés dans le secteur minier pour vérifier si les entreprises minières appliquent la loi. On a dit ici, le moratoire est déjà expiré. Mais nous avons donné le temps d'expliquer, de faire de la pédagogie pour que les gens appliquent la loi en connaissant les tenants et les aboutissants. Et donc, sur un échantillon de 58 entreprises contrôlées, 16 dans le secteur minier, parce que je parle du secteur minier, on s'est rendu compte que le pourcentage de sociétés à capitaux congolais, c'est-à-dire des sociétés éligibles à la sous-traitance, avoisine les 32%. 68% des sociétés non éligibles. Ça pose un problème. Mais qui sont opérationnels. Qui sont opérationnels. Ça pose un problème. Bien sûr que quand nous avons commencé, parce que vous avez posé la question, qu'est-ce qui a été fait? Quand nous avons commencé, ce pourcentage était à 8-13%. Aujourd'hui, on est à 32%. Mais nous sommes en train de travailler. C'est le sens de la communication du gouvernement, que nous saluons ici, parce que nous avons besoin de cet accompagnement-là du gouvernement. C'est de dire, il ne faudrait pas qu'il y ait seulement une évolution numérique dans le nombre de ceux qui accèdent. Il faudrait aussi qu'il y ait une évolution dans le chiffre d'affaires. Substantiel. Dans les opérations. C'est-à-dire que si vous donnez le chiffre d'affaires de la sous-traitance est de 14 milliards de dollars, c'est un exemple, il faudrait que ce pourcentage de chiffre d'affaires se traduisent dans les affaires qui sont, dans les contrats qui sont exécutés par les Congolais. C'est là le combat et c'est là le sens des contrôles que nous allons mener incessamment. Je voudrais juste ajouter un point. Il a développé les outils qui ont été mis en place par la RSP pour faciliter la mise en œuvre de la loi. Mais il faut prendre deux photos. La première photo, c'est avant la loi. Qu'est-ce qui s'est passé avant la loi? Et la deuxième photo, qu'est-ce qui doit se passer après la loi sur les marchés de sous-traitance dans notre pays? Avant la loi, les entreprises principales avaient leur liste interne des sous-traitants. Et elles accordaient des marchés à qui elles voulaient. C'était ça la situation avant la loi. Après la loi, ça ne doit plus se passer comme cela. La loi est claire, la sous-traitance est réservée aux entreprises à capitaux congolais. Et l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP, qui est chargée de mettre en œuvre cette loi, a développé ces outils-là pour faciliter sa mise en œuvre. Ça revient à dire quoi? Aujourd'hui, sur base de notre site internet, une entreprise principale peut poster son appel d'offres pour que cet appel d'offres soit accessible à tous les sous-traitants éligibles. Et peut vérifier les sous-traitants qui est enregistré chez nous et celui qui ne l'est pas. Moralité, lorsque l'entreprise principale se permet de conclure un marché de sous-traitance sans tenir compte des réalités palpables sur dessous de la RSP, de quelle réalité vous dit qui est sous-traitant éligible et qui ne l'est pas, cette entreprise-là se met déjà en marge de la loi et la RSP est en droit de frapper. Parce que la loi prévoit des sanctions. Nous allons parler des sanctions, mais soyons quand même réalistes. Essayons de regarder les choses un peu plus profondément. Dans un pays où il existe ce qu'on appelle des prête-noms, où des gens recrutent des Congolais pour leur nom, mais les capitaux sont en réalité des capitaux d'un étranger, les Congolais lui réclament que ce sont ses capitaux à lui. Au finish, l'argent va toujours à l'étranger.
Comment vous faites pour pouvoir vous en sortir, M. Molichou? Cette question, elle est importante parce qu'elle touche le cœur de la raison d'être de cette loi. Parce que la loi a pour but de promouvoir les petites et moyennes entreprises congolaises et de protéger la main-d'œuvre nationale. C'est ça le but de la loi. Et donc, la loi ouvre les opportunités aux Congolais. Les Congolais doivent prendre conscience de cette ouverture légale qui leur est offerte. Et les Congolais doivent savoir que ça ne sert à rien de prêter son nom à un étranger pour qu'il tire profit des avantages offerts par la loi. Évidemment, c'est une sensibilisation que nous sommes en train de faire, parce que la sensibilisation et la vulgarisation chez nous sont des activités pérennes. Nous demandons aux Congolais de ne pas se lancer dans cet exercice. Vous n'avez aucun moyen de le savoir, hein? Les moyens sont complexes, parce que la procédure chez nous, elle est déclarative. Quand les entreprises sont constituées au niveau du guichet unique de création d'entreprise. Et donc, les documents qui arrivent chez nous, ce sont des documents déjà certifiés sur le plan légal. Donc, vous ne pouvez pas savoir et donc, au premier contact, la RSP n'est pas en mesure de savoir qui est prête-nom et qui ne l'est pas. C'est cela la réalité. Évidemment, il faudrait qu'on aille au-delà de ça. Et peut-être qu'on reviendra sur ce sujet au niveau de la révisitation de la loi. Parce que sur le terrain, nous avons constaté effectivement qu'il y a des prête-noms, mais les mécanismes légaux aujourd'hui ne nous permettent pas d'agir d'une manière efficace pour dénicher ces prête-noms. À moins de faire de la divination. Mais en attendant la réforme de la loi, oui, il est important, et c'est pourquoi je reviens sur cet accompagnement du gouvernement et la dernière réunion du Conseil des ministres a insisté là-dessus, sur la synergie qu'il faut créer entre les gouverneurs de province qui sont cités dans la loi pour l'application des sanctions et même les instances judiciaires pour permettre que... Parce que là, quand on prête un nom, on veut contourner une loi. Et donc, c'est une infraction, c'est une fraude à la loi. Et donc, une synergie est nécessaire en attendant, bien sûr, que les réformes puissent se faire. Parlons des sanctions, parce qu'on doit aborder encore 2-3 questions importantes. Les sanctions, quelles sont les sanctions qui sont prévues par la loi aujourd'hui? Aujourd'hui, la sanction principale frappe l'entreprise principale qui conclut un contrat de sous-traitance en violation de l'article 6 de la loi. En fait, l'article 6, c'est la base. L'article 6, c'est dans cet article où on trouve les dispositions qui réservent les activités de sous-traitance aux entreprises à capitaux. Vous avez le journal? Oui. Oui. Vous nous lire un tout petit peu, si ce n'est pas trop long. Non, c'est pas trop long. C'est pas trop long. Faisons un peu de la vulgarisation aussi. En fait, c'est l'article sacré de la loi. Ok. L'article 6 dispose: l'activité de sous-traitance est réservée aux entreprises à capitaux congolais promis par les Congolais, quelle que soit leur forme juridique, dont le siège social est situé sur le territoire national. C'est l'alinéa premier. Le deuxième alinéa, toutefois, lorsqu'il y a indisponibilité ou inaccessibilité d'expertise énoncée à l'alinéa ci-dessous, et à condition d'en fournir la preuve à l'autorité compétente, l'entrepreneur principal peut recourir à toute autre entreprise de droit congolais ou à une entreprise étrangère pour autant que l'activité ne dépasse pas 6 mois. À défaut, elle crée une société de droit congolais. C'est la base. C'est bien. Alors, lorsqu'une entreprise principale signe un contrat avec une entreprise non éligible, elle viole La loi. la loi. Mais la l'article sanction, c'est quoi? La Nous sommes sanction, dans le domaine des la affaires. sanction, elle, On est va- prévue au niveau de l'article 28. Nous ne sommes pas dans les cours pénales et tout ça. Non. C'est quand même le business. Oui. Donc, on ne va quand même pas arrêter quelqu'un. C'est quoi la sanction? La sanction, c'est pour chaque contrat conclu en violation de la loi, l'entreprise principale paye une amende de 50 millions à 150 millions de francs congolais. Et la sanction la plus lourde dans cette matière, c'est la fermeture administrative momentanée de l'entreprise principale. Donc, soyez prévenus, ce n'est pas de la sinécure, ça va vous frapper si vous n'obéissez pas à la loi. Alors, évidemment, vous allez aller sur le terrain, vous allez contrôler, mais j'aimerais quand même que vous puissiez, des Congolais qui sont chez eux, qui ont de l'argent, qui ne savent pas quoi en faire, hein, il y en a beaucoup,
parce que les idées d'investissement ici ne courent pas les rues. Vous avez appris que le Congo, et vous le savez mieux que moi, que notre pays est quand même au cœur d'un enjeu mondial. La transition énergétique appelle au développement des ressources naturelles qui sont dans notre pays, notamment le lithium, le cobalt, le manganèse, le nickel et tout ça. Dans les secteurs miniers, je voudrais d'abord que vous êtes sur le terrain. Y a-t-il des opportunités de sous-traitance dans le cadre du lithium, dans le cadre du cobalt, dans le cadre du cuivre? Je sais à peu près, si vous pouvez nous faire visiter un peu ces secteurs, pour que ceux qui sont à la maison disent, tiens, je peux quand même investir dans ce domaine. M. Kachane. Merci beaucoup, M. Willy. Je l'ai dit en introduction à la première question, que l'activité principale dans le secteur, comme le secteur minier, c'est l'exploitation minière et tout le reste. Tout le reste, c'est-à-dire les activités secondaires, ça peut être des activités connexes, c'est-à-dire liées directement à l'activité principale, ou annexes, c'est-à-dire liées indirectement. Ça peut être la buanderie, le catering, la santé du personnel. Toutes ces activités dans le secteur minier payent. Et les Congolais, ces activités leur sont réservées. Donc, il n'est pas indiqué aujourd'hui qu'une entreprise étrangère, produise ou donne à manger aux travailleurs d'une entreprise minière. Ce sont ces activités-là secondaires, annexes, qui sont réservées aux Congolais. Les activités connexes, liées directement à l'activité, ça peut être des forages, ça peut être le transport des minéraux, la livraison des équipements, la fourniture des équipements, du ciment, de la chaux, la soude caustique. Toutes ces activités connexes qui génèrent beaucoup de capitaux et qui peuvent permettre à nos sociétés, à nos entreprises à capitaux congolais de pouvoir capter le gros des marchés en termes de volume de chiffre d'affaires, doivent être exécutées par des sociétés à capitaux congolais. Mais ça demande, et ça, il faut insister là-dessus, je l'ai dit ici, ce n'est pas un chèque en blanc. Ça demande une organisation interne de nos propres sociétés, nos PME à capitaux congolais, c'est-à-dire une structuration. On a dit que vous devez déjà avoir votre RCCM, mais au moins une organisation. Vous devez avoir des bureaux, vous devez avoir du personnel qualifié, vous devez avoir l'expertise pour exécuter le marché pour lequel vous voulez exécuter. Donc c'est très important. L'expertise nationale ou locale doit être formée, encadrée pour que l'accès au marché ne puisse pas préjudicier les entreprises principales. Ça, c'est très important. M. Morisson, la même question. Hein? Oui. Au fait, cette loi prépare les Congolais à la réalisation des grandes choses. Parce que le plus grand reproche qui a toujours été formulé, c'est le manque d'expertise, manque de sérieux. Les Congolais ne savent pas tenir les dates pour l'exécution des travaux. Cette loi prépare les Congolais à devenir des grandes entreprises. Regardez, M. Willy Kalingai, plus de 100 ans après la première exploitation minière dans notre pays, il n'y a aucune entreprise congolaise dans le secteur minier. Ça, c'est grave. Aucune entreprise congolaise dans le secteur minier. Toutes les entreprises qui envahissent ou qui sont présentes dans le secteur minier, c'est des entreprises étrangères. Cette loi, on ne peut pas être sous-traitant d'une manière éternelle. Ça vous prépare. Aujourd'hui, vous êtes sous-traitant. Vous devez acquérir de l'expérience et de l'expertise. Et demain, vous devez devenir une grande entreprise dans le secteur minier. Et vous aussi prendre des sous-traitants. Absolument. Mais alors, donc ça signifie que... quelles sont les garanties? Vous l'avez un peu dit, mais je reviens là-dessus. Les garanties que la loi offre pour que les Congolais puissent respecter les standards. Parce que les standards internationaux, ces entreprises-là viennent ici avec des délais précis. La plupart des entreprises, l'argent est levé en bourse, doivent tenir des délais. Les commandes sont faites une année avant, ils doivent livrer du cobalt et tout ça. Mais vous donnez ce marché, vous ne le respectez pas parce que vos camions sont... Vous qui devez transporter, vos camions ne fonctionnent pas bien. Quelles sont les garanties que la loi donne ou les moyens que la loi donne pour pouvoir, comme vous l'avez dit, arrimer le Congolais au standard international? Déjà, M. Willy,
les marchés ne se donnent pas de gré à gré, notamment parce que la loi dit, quand c'est en dessous de tel seuil, ça peut se faire de gré à gré, mais il y a des appels d'offres. Dans les appels d'offres, dans les procédures généralement d'appels d'offres, il y a un cahier de charges. Et donc, avec des spécificités techniques qu'il faut respecter. Lorsque l'appel d'offres, et notre combat, c'est de faire en sorte que l'appel d'offres soit transparent, c'est-à-dire accessible à tout le monde, et que les conditions soient les mêmes pour ceux qui concourent à cet appel d'offres et qui soumissionnent. La loi veut que ce soit les Congolais, les sociétés à capitaux congolais. Et donc, ceux qui vont être sélectionnés, parce que celui qui sélectionne, c'est l'entreprise principale. Absolument. L'entreprise principale va vérifier si celui qui a soumissionné remplit les conditions pour exécuter ce marché-là au standard requis. Ça, c'est déjà une sélection. Ce n'est pas parce qu'on est Congolais qu'on va prendre tout Congolais qui vient. Non. On va prendre celui qui remplit les conditions pour exécuter le marché. Ça, c'est dès le départ. C'est pourquoi j'insiste là-dessus. Ce n'est pas un chèque en blanc. Nous devons nous préparer. Nos entreprises doivent être compétitives. La compétitivité, c'est d'abord une organisation interne et puis les compétences. Si vous n'avez pas les compétences en interne, vous pouvez les acquérir. Vous pouvez utiliser un Japonais, un Australien, là où on n'a pas de compétences, mais qui travaille pour vous. Alors dites-moi, pourquoi alors le gouvernement a tapé la main sur la table, le poing sur la table? Pourquoi, si les choses sont si bien claires, pourquoi est-ce que le gouvernement n'est pas du tout content et les chefs de l'État vous enjoignent, vous, à l'AFP, à un peu plus de rigueur et même des sanctions? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a de la résistance. Et cette résistance provient des entreprises principales. Il y a des habitudes qui s'étaient créées dans le secteur de sous-traitance. Surtout, et le gouvernement l'a souligné, dans le secteur minier. Vous vous rendez compte? Je donne un exemple. La fourniture du soufre, qui est un élément déterminant dans la production minière. La fourniture de soufre, c'est des marchés qui coûtent des millions de dollars. Au bas mot, ça peut être un marché de 50 millions de dollars. Mais ces marchés-là, on l'accorde à une entreprise non éligible. Pour quel motif? Fournir le soufre. N'importe quelle entreprise congolaise qui évolue dans le secteur minier peut fournir le soufre. Il suffit de commander et de livrer. Mais ces marchés-là ne sont pas accordés aux entreprises à capitaux congolais. La fourniture du carburant, c'est des marchés importants, pas accordés aux sociétés à capitaux congolais. Mon collègue a même cité les catering. Ça veut dire quoi le catering? C'est préparer de la nourriture pour les travailleurs. Et on amène des Thaïlandais pour faire ça Je ne voudrais pas citer les nationalités des gens. Préparer la nourriture pour des travailleurs congolais. C'est des marchés qu'on donne aux sociétés non éligibles. Et le gouvernement a constaté que non. La blague a trop duré. Il faut frapper, et frapper dur. Quels sont les marchés qu'on accorde aux Congolais? Couper de l'herbe dans la concession minière. Fournir de l'eau à boire. Ce sont là les marchés réservés aux Congolais. Et on vous dira, non, les statistiques sont là. Mon collègue l'a souligné. On a évolué, on était à autant de pourcents, on est à autant de pourcents. Mais les volumes d'affaires par rapport à ces pourcentages représentent quoi? Très faible. Très faible. Voilà pourquoi le gouvernement dit, fini la blague. Vous appliquez la loi. Et si vous refusez de l'appliquer, la sanction passe par là. Et la sanction la plus importante, je l'ai souligné ici, c'est la fermeture administrative momentanée de l'entreprise. Vous vous rendez compte, une entreprise minière, on vous fait même 48 heures, les dégâts que ça va causer. Alors, je voudrais vous poser une avant-dernière question. Je suppose quand même que s'il y a de la résistance, c'est vrai, et ceux qui résistent vont rencontrer la loi, mais vous devez quand même avoir un peu de joie aussi. Il doit y avoir quelques entreprises qui ont accepté ça avec courage, avec amour. Et si vous pouvez les citer pour les encourager, si vous pouvez citer un secteur où vous êtes sûr que là, ils ont respecté, vous avez contrôlé, et ils méritent qu'on puisse les citer. Vous en avez?
Nous n'allons pas citer les noms. Nous n'allons pas citer les noms. Mais il est important. Demain, vous allez non, il est important de noter. Oui. Effectivement, nous avons indiqué qu'il y a une évolution sur le nombre. Maintenant, il faut transformer cette évolution sur le chiffre d'affaires. C'est qu'il y en a qui ont... Et il faut insister, M. Willy, c'est que c'est une loi transversale. Nous avons beaucoup parlé du secteur minier, mais c'est aussi dans les infrastructures, dans les hydrocarbures, dans les télécommunications et tout ça. Et donc, nous avons fait des contrôles dans tous ces secteurs-là. Mais, comme on l'a dit, le secteur minier, c'est un secteur très structuré, un secteur pilote pour nous. Et donc, nous n'avons pas cité les... Il y en a quand même. Il y en a. Il y en a qui ont compris tôt qu'il faut respecter la loi. Il y en a qui, dans leurs règles de gouvernance, se sont dit il faut approcher l'ARSP, échanger avec l'ARSP, comprendre les tenants et les aboutissants. On a fait des réunions et des réunions avec beaucoup de ces entreprises pour mettre en œuvre. De toute façon, nous, on voulait que vous les citiez pour que demain, nous allions les encourager en faisant des reportages pour voir sur le terrain. Nous pourrons vous donner des noms hors micro. D'abord, et il faut souligner qu'il y a, mon collègue l'a dit, il y a des entrepreneurs qui ont compris qu'ils doivent évoluer dans le sens de la loi. Je ne vais pas citer les noms, mais il y a une entreprise qui était étrangère avant la loi, qui a compris que pour continuer à faire les affaires, il faut ouvrir les capitales aux Congolais. Et cette entreprise-là a ouvert son capital social aux Congolais. Et aujourd'hui, pas une ouverture de fantaisie. Des Congolais qui ont réellement mis de l'argent. Et aujourd'hui, les Congolais détiennent la majorité et les affaires continuent. Donc cette loi profite à tout le monde. Une question de curiosité et puis vous allez conclure cette émission. Pourquoi l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés et non dans les secteurs publics? Les entreprises publiques ne donnent pas des marchés. Elles ne peuvent pas donner aux Congolais quelque chose. Pourquoi? C'est une question de curiosité. Non, c'est une question pertinente et fondamentale. Cette question nous a poussé à des contacts et des réflexions avec l'autorité de régulation des marchés publics. L'État est aussi dans le secteur marchand. L'État agit aussi dans le secteur marchand. Et donc, l'État doit donner aussi l'exemple. C'est-à-dire que pour les marchés publics, la loi sur les marchés publics, je serai complété certainement par le directeur juridique sur cette question, la loi sur les marchés publics crée une sorte de préférence nationale, mais qui n'est pas allée jusqu'au bout. Et donc, il faudrait, dans le cadre de la réforme, parce qu'on impose cette obligation au privé, il faudrait que cette obligation s'impose aussi à l'État lui-même. Parce que l'État, avec son budget, intervient dans les activités économiques et doit permettre que les sous-traitants congolais puissent accéder à des marchés. Nous l'avons vu dans notre histoire récente, on a eu des gros marchés, des sautes-moutons et autres marchés, être exécutés par des sociétés à capitaux étrangers, alors qu'on pouvait donner ces marchés à des sociétés à capitaux congolais. Surtout qu'il y a une grande réforme dans notre pays qui a transformé les entreprises publiques en sociétés commerciales. Donc, comme telles, elles fonctionnent comme toute entité commerciale, respectant les règles de quoi? De concurrence. Et ces entreprises-là, vous le savez, c'est des entreprises qui accordent des marchés importants de sous-traitance. Et donc, l'État devra prêcher par l'exemple. Les entreprises du portefeuille de l'État doivent réserver une part importante aux sous-traitants congolais. Parce que c'est des marchés d'une importance capitale qui peuvent permettre aux Congolais non seulement d'exécuter les travaux, mais de se faire de l'argent. Parce que le chef de l'État a dit qu'il faut qu'il y ait des millionnaires congolais. On ne peut devenir millionnaire que si on a un marché. Nous allons terminer cette émission. Je promets aux téléspectateurs que dans 45 jours, je ferai revenir mes deux invités pour que l'on voie ce qui se passe sur le terrain. Parce que sitôt demain, après-demain, ils vont partir en mission pour aller contrôler, pour aller sanctionner. Nous allons voir dans 45 jours
quel aura été le bilan de cette décision du gouvernement, mais surtout aussi les déploiements de la RSP. Alors, vous allez terminer, lui va conclure. Quel est le message finalement vous lancez à la population? Ce soir, les gens nous ont suivis. Beaucoup de gens étaient circonspects et ils ne savaient pas c'était quoi vraiment la RSP. Quel message vous avez pour notre population aujourd'hui? Un message simple. On l'a dit au courant de l'émission. Le Congolais doit s'approprier cette loi. Cette loi a été faite pour lui permettre, à lui, Congolais, d'accéder au marché de la sous-traitance. La sous-traitance, ce n'est pas le placement du personnel. Il ne faut pas réduire la sous-traitance au placement du personnel. C'est-à-dire, sur le commerce, on a pris des travailleurs, on les a amenés chez un Indien, et la sous-traitance, c'est au-delà. C'est l'exercice des activités connexes et annexes à l'activité principale. La sous-traitance génère beaucoup de capitaux, génère beaucoup d'argent, et la loi permet que les Congolais puissent accéder à ces marchés-là et puissent devenir des véritables millionnaires sur le territoire congolais. Ça, c'est l'appropriation de la loi. Deuxièmement, je vais passer un message sur l'opérationnalisation de cette loi. C'est l'enregistrement. C'est important de pouvoir vous enregistrer. Vous vous enregistrez sur notre site www.arsp.cd. L'enregistrement est gratuit. Vous le faites en ligne, vous n'avez pas besoin de vous déplacer de n'importe quel point de notre territoire national. Vous vous enregistrez, vous n'avez pas besoin d'appeler qui que ce soit à l'ARSP. Le dossier va être traité et dans les meilleurs délais, au plus tard 72 heures, vous recevez l'attestation d'enregistrement qui vous permet d'accéder au marché de sous-traitance. Voilà les deux points sur lesquels je voulais insister. Merci, Maurice. Oui, je voudrais juste souligner que la loi fixant les règles applicables à la sous-traitance dans les secteurs privés touche là où ça fait mal. Parce que c'est des gros moyens qui sont mobilisés, c'est des gros moyens qui interviennent pour financer les activités de sous-traitance. Et on ne voudrait pas que les Congolais accèdent à ces moyens-là, d'une manière légale. Et un argument qui est développé, je vais conclure par là, qui consiste à dire que non, la loi fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé perturbe le climat des affaires. Il faudrait qu'on se dise, qu'on se regarde en face. Une loi votée par le Parlement congolais, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'Assemblée nationale et le Sénat, promulguée par les chefs de l'État. Comment une telle loi peut perturber le climat des affaires? Et quand on parle du climat des affaires dans notre pays, on ne voit que les investissements étrangers. Le climat des affaires, c'est aussi la protection des investissements nationaux. Et donc, on doit arrêter de développer cet argumentaire qui consiste à dire non, on doit protéger le climat des affaires en voyant uniquement les sociétés étrangères. Donc, respecter le climat des affaires, c'est aussi respecter une loi qui a été votée par le Parlement et promulguée par les chefs de l'État. Merci, M. Maurice Eleter, directeur juridique de l'ARSP, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Merci vraiment d'avoir été avec nous et nous nous rendrons rendez-vous dans 45 jours pour faire le point sur cette question. Merci, M. Didier Kachala, directeur des opérations, pour être avec nous. Merci aussi à vous, amis téléspectateurs. Vous avez été certainement intéressés par cette question. Géopolis Télévision veut vous amener vers les vraies sources d'information. Nous ne faisons pas de fake news, nous allons au cœur du dossier. Et ce soir, vous vous êtes bien rendu compte qu'il est possible ce bonheur collectif à condition que nous travaillions dans les règles de l'art. Ici, c'est la sous-traitance. N'importe qui parmi nous peut accéder à ces gâteaux qui est là, qui est ouvert et qui peut nous permettre, nous tous ici, d'éloigner un peu les affres de la pauvreté et de la misère. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à Focus sur les entreprises. Nous nous retrouverons certainement pour une autre entreprise, mais l'ARSP, c'est peut-être dans 45 jours avec mes deux invités. Merci. Au revoir. Merci.